5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. On s'intéresse à la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Bénin affronte le Sénégal le 17 juin prochain à 20h au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Le sélectionneur national Gernot Willy Rohr a dévoilé hier la liste des 25 guépards qui iront à l'assaut des Lions, champions d'Afrique en titre déjà qualifiés et assurés de finir premier dans ce groupe. Sadio Mané et ses coéquipiers n'ont plus qu'un seul objectif, sortir invaincus de cette phase éliminatoire. Dans la liste du technicien franco-allemand, des visages de tout nouveau et beaucoup de jeunes joueurs. Quelle analyse faire de la liste de ces 25 privilégiés? Quelles sont les chances du Bénin de se retrouver en Côte d'Ivoire en 2023? Les guépards vont-ils pouvoir faire tomber les lions? Analyse à suivre avec mes invités ici en plateau, mes invités qui en ont. Memo Coton, analyste sportif, bonjour et bienvenue Memo. Bonjour Madame Megan, bonjour à toutes, bonjour à tous. Axel Epiphane Bouyanro est également avec nous sur le plateau de la matinale 5 sur 7 matin. Axel Epiphane, bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes journaliste sportif, chroniqueur sportif également. Elvis Ressou, chroniqueur sportif, polémiste. Bonjour et bienvenue Elvis. Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde. Comment allez-vous Elvis Ressou? La grande forme, surtout qu'on va battre le Sénégal. N'est-ce pas? Ça commence bien. Et puis on est avec Géraud, vieux ami, il est journaliste sportif aussi de VGFoot. C'est son site, il est depuis quelques jours maintenant écrivain. Bonjour et bienvenue Géraud. Bonjour Herman et bonjour téléspectatrices. Votre tout nouveau bébé, c'est Le Rêve Jaune, c'est bien cela? Exactement, c'est un livre qui retrace le parcours du Bénin lors de sa dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ça part du match de qualification face au Togo à domicile jusqu'au retour des héros que vous avez retransmis en direct avec Alva Ogoudeli. Absolument. On sait que vous êtes très attaché aux écureuils, sinon aux guépards. Vous étiez donc à la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. On va voir la maquette de votre ouvrage, le Rêve Jaune, avec la réalisation, bien sûr, l'ouvrage qui sortira le 10 juin prochain. Le 10 juin prochain. Voilà, on a cette maquette. Le Rêve Jaune, c'est-à-dire disponible en précommande. Exactement. Sur mes réseaux. Tous ceux qui souhaitent s'en procurer pourront me contacter. Voilà, donc vous pouvez donc vous procurer de cet ouvrage pour revivre, pas en images, mais en écrit. Il y a beaucoup d'anecdotes et beaucoup de choses que beaucoup de personnes n'ont pas su derrière cette campagne-là qui sont dévoilées. On sait que vous êtes très proche des joueurs. Vous faites partie de l'un des rares journalistes béninois à avoir la ligne directe de presque tous les guépards. Donc si vous voulez le contact d'un footballeur béninois, contactez Géraud Vuami. Allez, c'est une petite parenthèse où vous été fermée. On revient donc à ce qui nous rassemble autour de la table. Memo Coton, vous étiez en conférence de presse pour la publication de la liste de Gernot Willy Rohr, 25 sélectionnés, et autant dire que la révolution que le technicien franco-allemand nous avait annoncé, que cette révolution est en marche parce qu'il y a quand même des cadres plus ou moins qui sont désormais absents. Ouais, évidemment, la révolution qui est beaucoup plus basée sur le rajeunissement de l'effectif et sur la préparation d'une équipe nationale en devenir. Et je pense qu'il est resté dans cette logique en convoquant 7 joueurs moins de 21 ans, comme il a signifié. Il a également appelé quelques locaux. Ce qu'il a commencé pas faire depuis quelques temps, mais beaucoup plus la surprise et la particularité de cette liste, c'est bien entendu ce tout jeune joueur, moins de 18 ans carrément, on va le dire comme ça. Je pense qu'il a un record de précocité avec David Gigla et Chabel Gomez et Moussa Latoundi. Chabel Gomez n'était pas venu à 16 ans. Ah oui, à 16 ans, 4 mois. David Gigla, 16 ans, 9 mois. Et Moussa Latoundi qui a le record à 15 ans. Voilà, donc Prince... vous demandez de temps. On va votre allons-y doucement. Par rapport à quoi? On n'a pas inventé. Ce sont des chiffres en fait. Le record appartient à Moussa Latoundi. J'aime bien quand on est tous en mode langue de bois. Langue de bois, non, langue de bois. On est en train de présenter. Donc, moi, pour permettre à Elvis de sortir le bois de nos langues. Exactement. Je vais finir pour dire quand même que Willy Rohr a simplement fait ce qu'il faut faire maintenant, reste à savoir avec le retour de deux quand même, dont un dont il avait parlé, qu'il a blacklisté, on allait dire comme ça, et Coupeau Marcelin qu'il a ramené à la maison, et également Kossi Rodrigue. On va le dire, est-ce que maintenant il a
l'équipe là a toutes les étoffes, a tout ce qu'il faut pour pouvoir battre ce Sénégal, c'est l'autre paire de manches. D'accord. Alors, Jérôme Vuami, quelle analyse faites-vous de cette liste de 25 joueurs? Parce que vous suivez beaucoup les joueurs, vous avez aussi la chance d'aller voir certains en France, certains qui jouent donc du côté de l'Hexagone. Est-ce que cela transcrit aujourd'hui l'état de forme de nos footballeurs? Enfin, c'est vraiment ceux qui sont en forme, ceux qui sont susceptibles d'être appelés aujourd'hui en équipe nationale. Après la question la plus difficile, souvent les sélectionneurs nous vendent la cohérence d'une liste. Il faut choisir des joueurs, des profils qui correspondent. Aujourd'hui, je ne pense pas, quand vous prenez ligne par ligne, je ne pense pas qu'on pourrait avoir mieux. Par contre, les choix les plus difficiles, je pense qu'il a évoqué en conférence de presse, il a préféré qu'aussi à Jordan Adeoti, par exemple, en milieu de terrain. Il a préféré ne pas convoquer Ceci d'Almeida pour faire de la place à Dodo Doku et Imran Hassan. Idem, par exemple, sur les postes de latéraux, on manque de ressources. David Kiki, habituel titulaire à gauche, est blessé. Sankamao, qui était sa doublure, qui a failli rentrer contre le Rwanda, qui s'est échauffé, qui s'est habillé, mais qui n'est finalement pas rentré Enfin, c'est des choix qui sont faits de dernière minute. Et il a pris Brandon Agounon, doublure, qui peut jouer à gauche comme à droite. Sur le côté droit, Doremus est blessé, donc on n'a pas 36 solutions. Il y a Youssouf Assoba, même s'il n'a pas beaucoup joué en club récemment. Et Moumini qui a fait plutôt bonne impression, c'était face au Rwanda. On demande à le revoir, même à la CAN U20 déjà. Quand vous arrivez au milieu de terrain, sur les postes offensifs, il a pris le pari de prendre le jeune Prince de Soricado, dont on dit beaucoup de bien, gaucher offensif, boss to boss, bonne qualité technique et beaucoup de prise de décision vers l'avant dans son jeu. Après, sur la ligne d'attaque, Sebia Soukou revient, c'est important de le notifier parce que c'est l'un des meilleurs tireurs de coups de pied arrêtés qu'on a dans cet effectif-là. Sur la pointe de l'attaque, on n'a pas 36 solutions non plus, Steve Mounier sera là. Il a bien terminé sa saison après avoir été blessé en début de saison. Tonsi Ayegon, auteur d'une superbe saison également à Zurich, qui est probablement sur le départ dans sa dernière année de contrat. Et Marcelin Coupeau qui revient après, comme Memo l'a dit, la petite polémique de la précédente liste en mars où il n'était pas là et que ça a été une surprise. Je pense que, comme on l'a dit de manière générale, après la liste de mars, Roy était arrivé quelques jours avant la liste. C'était pas sa liste. Ouais, et sur cette liste-là, on sent beaucoup plus son impact parce que ça peut paraître banal, mais sous Michel Dissuy, on lui a beaucoup reproché de pas trop ouvrir la porte aux joueurs locaux. Là, il y en a 5. Et sur les 5, on est sûr peut-être que 2 ou 3 vont avoir du temps de jeu. Et Roy le dit, on peut perdre des matchs, mais aujourd'hui, il travaille pour avoir une équipe pour pouvoir bien faire les qualifications du Mondial 2026. Il a hérité de cette équipe-là après, je pense, 3 matchs ou 2 matchs. Après 2 matchs, et c'était pas sur les meilleures bases. Dissuy aussi a hérité de l'équipe laissé par Moussa Latundi, au match Mogo. Mais à son époque, l'équipe avait 3 points et il a pu terminer la campagne. Mais là, c'est un contexte différent parce qu'on part de plus loin. L'équipe avait 0 points. Voilà, l'équipe avait 0 points. Du coup, ça, c'est du point de vue comptable statistique. Et surtout, par rapport au contexte, il y a une génération qui arrive sur la fin et il faut vraiment faire une transition intelligente. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Après, est-ce qu'on aura les résultats? On ne saura pas. Très bien. Alors, Axel Epiphane Boyanro, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes, je pense, qui a près d'une dizaine de moins de 21 ans dans cette liste de Gennaro Rohr. Est-ce que autant ça peut constituer une bonne relève pour l'avenir, mais est-ce que cela ne peut-il pas constituer aussi un piège quand on sait que d'une façon ou d'une autre, on ne ferme quand même pas notre porte pour une qualif en 2023. Personne ne sera contre d'aller en Côte d'Ivoire. Oui, personne ne sera contre, mais après, j'ai l'impression que la dynamique a un peu évolué aujourd'hui en sélection nationale et surtout avec les objectifs. Et je crois que Gennaro Rohr, en tout cas, pour sa première année, il vient de prendre la sélection, il est venu en mars dernier. Sa première année, il a moins de pression, c'est l'impression que j'ai. Peut-être avec les autorités sportives, il y a moins de pression que par le passé. Et donc, il n'est pas forcément tourné vers les résultats. Parce que je crois dans des interviews, dans des messages, il a clairement dit si nous faisons un match nul contre le Sénégal, c'est un très bon résultat, il a dit. Et c'est vrai que ça a surpris beaucoup de personnes, notamment les analystes sportifs, mais en réalité, il a moins de pression
parce que évidemment tout le monde sait que le Bénin, après 2 défaites dans ce groupe, c'est compliqué. Il est très mal embarqué. C'est compliqué de se qualifier, donc il a moins de pression et donc il a le temps et l'opportunité de mettre en place son plan de jeu, son système, d'injecter du sang neuf, et c'est ce qu'il fait en ce moment avec les jeunes qu'il a appelés pour renforcer cette équipe des Guépards. Mais après, c'est vrai que moi, personnellement, je trouve que cette liste est assez cohérente. C'est très cohérent, mais après j'aurais voulu qu'il aille un peu loin dans cette dynamique de rajeunir le groupe. Honnêtement, je ne sais pas ce que fait Stéphane Sessegnon en sélection nationale. Moi, je ne sais pas. Personnellement, non, je ne sais pas. Oui, mais il a parlé. Je ne sais pas. Non, mais il faut tenir la maison. Je pense que la présence pour revenir sur ce que Epiphane dit, je pense que la présence de Sessegnon, pour ceux qui savent, il y avait un gros problème dans le vestiaire des écureuils, ça se disait pas. Leadership. Ouais, un problème de leadership. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et la présence de Sessegnon et surtout Khaled Adeno, ces 2 présences-là sont entre griffes beaucoup plus pour tenir la maison. Une présence politique, non? Ouais. Oui, mais si on doit tenir à ça, sur la durée, les joueurs ils vont peut-être continuer jusqu'à 50 ans. Bon, s'il y a toujours des problèmes dans la sélection, on sait qu'il y a toujours des problèmes dans la sélection et on sait qu'un vestiaire, c'est toujours compliqué à gérer parfois. Encore qu'il n'y a pas tant d'ego en sélection nationale. Vous croyez? Non. C'est assez bas si on veut parler d'ego. Donc moi, je ne sais pas ce que Stéphane Sessegnon fait en sélection. Honnêtement, je ne sais pas. Et donc, j'aurais aimé qu'il donne ce signal fort-là, parce que quand vous sortez... Jordan Adeoti, ça a touché beaucoup de personnes. C'est un joueur de devoir. Il n'a presque jamais déçu. C'est vrai qu'il y a eu... Généreux dans l'effort, ouais. Très combatif. Il y a eu beaucoup de critiques par le passé, mais... Il est très, très apprécié par le groupe. Ouais. Et surtout les jeunes joueurs qui arrivent, il leur sert vraiment de passerelle, il les aide à s'installer, il est très ouvert avec eux. Humainement, c'était quelqu'un de très apprécié. C'est un joueur très correct. Et même quand il a quitté, parce que Laval le sollicitait, il jouait le maintien, c'était compliqué en club. Avant ce match contre le Rwanda à Kigali, il a fait un message sur sa même après sa non-sélection. Après sa non-sélection, il a mis un joli message sur sa page Instagram pour dire qu'il soutenait l'équipe et tout. Il était le premier supporter de ses coéquipiers. Donc c'est un joueur. C'est vrai que ça a touché beaucoup de personnes. On aurait aimé le voir. Et donc je pense qu'il aurait pu aller loin. Mais ce qu'il fait, c'est très cohérent. La liste est pour moi parfaite. Et c'est bien de donner l'opportunité aux jeunes de pousser les anciens vers la sortie. Très bien. Alors, Elvis, on sait que c'est un pari pour Guénard aujourd'hui d'injecter du sang neuf, d'avoir des jeunes pour construire une équipe pour l'avenir. Oui, si ça passe, tout le monde, on est debout, on crie Alléluia, on crie bravo. Mais quand ça ne passera pas, est-ce qu'on sera patient et comprendre que ce sont des jeunes joueurs qui vont engranger de l'expérience et qui forcément peut-être ne seront prêts que dans 2, dans 3 ans? La grande masse ne comprendra pas. La grande masse va rester dans l'émotion, dans l'envie de dire oui, on n'était pas à la CAN, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Mais l'autre partie qui raisonne, qui connaît le foot, qui connaît les difficultés qu'il y a quand on est en fin de génération, et qu'on doit se renouveler, comprendra que oui, on ne doit pas de temps pour se renouveler et passer à autre chose. Et puis, il va dire quelque chose d'important. Aujourd'hui, il a semblé dire que les dirigeants ont de la mansuétude par rapport à Gernot Rohr. On va dire c'est presque logique. Il vient d'arriver. Il n'a même pas encore fait fondamentalement 3 mois. Il vient d'arriver, donc les premiers mois, voilà, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je trouve très intelligent ce qu'il fait. Il n'hésite pas à faire ce qu'il a envie de faire, de couper ce qu'il a envie de couper avant que les premières grosses critiques n'arrivent. Et je suis convaincu qu'avant que ces fameuses premières grosses critiques n'arrivent aujourd'hui, on va attendre sûrement les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Parce qu'on est tous convaincus qu'on est mal embarqués dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les points obtenus face au Rwanda sur tapis vert nous redonnent encore une possibilité d'espérer. Mais c'est pas une fin en soi, c'est pas jouer puisque il faudra aller forcément chercher la qualification du côté du Mozambique. Et c'est le seul véritable responsable qui a eu la bonne lecture de la situation. Qu'on perde, je le dis très clairement, qu'on perde le 17 ici à Cotonou face au Sénégal ne remet en rien en cause mathématiquement la qualification des Guépards du Bénin. Tout se jouera à Maputo.
Et il faudra forcément battre le Mozambique par 2 buts d'écart parce que c'est un goal average particulier. Et on a vu notre défaite ici à Cotonou. Par 2 buts d'écart, si on a 3 points face au Mozambique, même s'ils battent le Rwanda peut-être le 17 ou je sais pas, je pense qu'ils jouent dans quelques jours. On est qualifié parce qu'on se retrouvera tous deux avec 7 points, mais on serait passé ou on passerait à la différence de but. Donc, la difficulté, c'est d'aller gagner à Maputo. Maintenant, si par pur bonheur extraordinaire, on gagne ici à Cotonou face au Sénégal, on se met dans de bonnes dispositions. Et j'imagine même si le Mozambique perd face au Rwanda, c'est pas joué. Comme je le rappelle toujours, il y a toujours le match à Maputo. Il faudra assurer tout au moins un match nul pour pouvoir continuer à aller du côté d'Abidjan. Quand je finis de dire ça, j'ai bien entendu l'association des syndiqués de Jordan Adeouti qui nous explique que c'est le joueur le plus extraordinaire de la sélection, que c'est le seul qui manque à l'équipe évidemment. Mais j'aimerais rappeler évidemment à tout le syndicat aussi que oui, c'est un joueur de devoir, c'est un joueur humainement extraordinaire. Il a les jeunes, il les accompagne, il les pouponne, c'est cool. Mais c'est aussi quelqu'un qui, depuis quelques mois, sur les rencontres amicales, a décidé de faire genre un coup je suis pas là, un coup je ne sais pas si je viens, un coup ma femme veut accoucher, c'est mon premier bébé. Laissez-moi terminer, c'est mon premier bébé. Oui, j'ai jamais. Tout le monde a eu un premier bébé après. Vous avez un premier bébé. Vous n'êtes pas obligé d'être là pour votre premier bébé. Non, tout le monde a eu un premier bébé. Donc, pour certaines personnes, ce sont des moments importants de la vie. Donc, ce sont des moments importants de la vie. Peut-être, mais jouer pour la nation. C'est un moment hyper important. Tout ne s'arrête pas pour le foot. Non, c'est pas pour le foot. Non, monsieur Amégan, c'est pas pour le foot. C'est jouer pour la nation. J'ai pas dit jouer au foot. J'ai pas dit jouer au quartier avec Géraud. J'ai pas dit jouer dans un club pour prendre de l'argent. Jouer pour ta nation. Tu es comme un militaire. Tu vas à la guerre. Tu reprends ton pays. Donc le jour, il y a quelque chose d'important. On doit aller défendre les couleurs de la nation. Vous avez dit, ouais, ma femme est en train d'accoucher. Je dois attendre. Non, pas du tout. La nation n'entendra pas ça. Et donc, il paye aussi. Il y a plus important que le foot, après tout. Ne nous cachons pas. Il paye aussi. Il paye aussi. Non, laissez-moi terminer. Il paye aussi ce genre de comportement. On va pas se cacher non plus. Et après, franchement, il a 34 ans. Il va pas très vite non plus. On a besoin de faire de la place pour des jeunes. Et je pense que ça se tient logiquement. Ça me pince un peu, mais pas si tant non plus, de le voir ne pas être présent. Maintenant, sur Stéphane Sessegnon, je sais pas pourquoi on en fait des caisses. Même à 60 ans, j'estime que Stéphane Sessegnon peut venir en sélection nationale du Bénin. Ça allait être drôle. Non, c'est pas une boutade. C'est pas une boutade. C'est pas une boutade du tout. Non, je vais pas sur Epiphane. Non, pas du tout. Stéphane Sessegnon, à près de 40 ans, est rentré face au Rwanda à Cotonou, on a vu. Pendant plus de 60 minutes, presque rien ne s'est passé dans ce milieu de terrain. Il n'y avait personne pour tenir le ballon. Il n'y avait personne pour orienter le jeu. Il n'y avait personne pour rassurer les coéquipiers autour et se dire oui, on va garder le ballon, on va poser, on va monter, on va aller marquer. Quand il est rentré, il n'a plus ses jambes de 20 ans, c'est une évidence. Mais sur les contrôles de balle, l'orientation du jeu, calmer la tempérance, sentir les coups, on a vu la grosse différence. On peut tout m'expliquer. Et aujourd'hui... Vous avez oublié que le Rwanda, c'est le Rwanda. Le Rwanda, oui. Ouais, jouait à 10. Et qu'il y a la fatigue. Il a eu moins de temps de jeu au match retour. Et qu'il y a la fatigue chez l'adversaire. Le Rwanda jouait déjà à 10 contre le Bénin. Et que vous avez un joueur qui manque de rythme. N'oubliez pas ces paramètres-là. On parle d'un match de haut niveau. Monsieur Boyanro, pendant la CAN 2019, vous étiez au stade. Il a écrit ça dans son livre. Le Bénin a joué à 10 contre le Maroc, j'imagine. Le Bénin a joué à 10 contre le Maroc, non? Pourquoi vous n'avez pas estimé que oui, on a joué à 10, on doit perdre forcément face au Maroc, on a gagné. Donc ils auraient pu gagner les Rwandais s'ils étaient si forts. Maintenant, mieux, vous dites il est à court de forme. Peut-être, je ne discute pas de ça, mais aujourd'hui, et regardez, on l'a dit en conférence de presse, et vous le savez, monsieur Boyanro, il y a un protocole physique pour chacun des joueurs qui a reçu une pré-convocation. Surtout les joueurs dont les championnats sont finis depuis, on va dire, fin avril, début mai, comme celui de Stéphane Sessegnon. Il a un protocole physique. C'est ça, on a joué 4 matchs évidemment, depuis... là n'est pas le souci, mais c'est pour vous dire, comme le rappelle Géraud, il est important pour le moment dans ce groupe parce qu'il y a de petits égos, les amis de Géraud, qui veulent prendre évidemment. Qui veulent prendre le pouvoir. Oui, d'accord. Et tuer le groupe. Et pour moi, je vais terminer. Pour moi, Abdul Khaled Adénon et Stéphane Sessegnon dans cette liste,
C'est évident, c'est D'accord. normal parce qu'on a besoin d'expérience, de personnes qui aient un vrai parcours, un vrai vécu. Alors, dans une sélection. oui, Pour oui, finir oui. sur la présence de ces deux joueurs-là, on sait que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations va se jouer Dans la boucle va se boucler. en Côte d'Ivoire. Et que Khaled Adeno a été formé il a obligé de s'acquitter, mais il a été formé à la SEC. Et que ça représenterait une très belle sortie pour lui de disputer une Coupe d'Afrique des Nations. Mais surtout un joli pied de nez pour la Côte d'Ivoire qui n'a pas voulu de lui à l'époque. D'accord. Même que Stéphane Sessegnon. Et c'est pour ça que c'était important pour eux. Eux, à la différence de tous les autres, seront prêts à la limite à mourir sur la pelouse le 17 prochain et même voir plus du côté Maputo. Alors, on va justement avancer dans le débat, messieurs, si vous permettez. Pour Géraud, je pourrais rester avec vous sur ce coup. On va voir un peu les petits nouveaux qui viennent de rejoindre la sélection. Alors, le premier, Brandon Agounon, joueur de Clermont Foot, mais qui évolue aujourd'hui à l'US Orléans en national. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Enfin, on l'a jamais vu jouer non plus. C'est un joueur que... On va voir, hein, Brandon Agounon, oui, en c'est un joueur que j'avais suivi pendant un certain temps parce que son patronyme me disait quelque chose. Mais après mes recherches, j'ai appris qu'il était né au Congo et comme Ganot l'a dit, donc il était catégorisé comme un joueur franco-congolais. Sinon, c'est un défenseur. Il est né en France, mais sa mère est congolaise. Il est né en France d'un père béninois et d'une mère congolaise. Et d'une mère congolaise. Oui, donc la République démocratique du Congo. Exactement, donc c'est un joueur puissant. Avant, il jouait aussi milieu défensif, mais là, il joue plus depuis quelques saisons arrière latéral à droite ou à gauche. Cette saison à Orléans, il a joué une vingtaine de matchs. Il se partage les deux couloirs. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il sera l'une des doublures, soit à gauche ou à droite. Et Khalid Djankpata, voilà le tout nouveau aussi qui... Djankpata. Je ne connais pas non plus, je connais pas outre mesure. Ali Djankpata, on va le voir aussi en image. C'est une belle promesse aussi. C'est un joueur offensif capable de jouer sur les couloirs ou en position de milieu de jeu. Il était avec... la bonne nouvelle, c'était qu'il était avec les U20 de Mathias Degueno juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait le stage en Afrique du Sud. Il a même marqué un but. Et après, il s'est blessé à la cheville. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est un joueur qui va bientôt signé professionnel à Everton en première ligue. Franck Lampard était à la tête de cette équipe-là. Il a eu quelques apparitions aux séances d'entraînement de l'équipe première. Donc, c'est un profil à suivre. On a envie de le découvrir. On croit Mathias Degueno, il disait que c'était quand même un joueur intéressant, techniquement qui était bien fait, mais qui physiquement, parce que l'impact physique, ça manque de coffre chez lui. Mais après quelques jours de stage, qu'il a compris également, puisque les autres étaient à un niveau donné côté physique, et puis il a pris le pli et ce qu'il a compris. Malheureusement, il n'a pas participé à cette CAN-là pour pouvoir être découvert. Il est bénino italien. D'accord. Il est bénino-italien. L'Italie, il sort d'où? Il est bénino-italien, je pense pas les affiliations de ses parents, mais ses parents sont en Angleterre depuis 2016. En fait, son père immigré en Italie, la famille les a rejoints. D'accord. Il est né à Lomé. À Lomé. Il est né à Lomé, voilà. Les Togolais avaient un œil sur lui aussi. D'accord. Et puis il y a Andreas Runtondi, lui on le suivait quand même depuis un moment. Est-ce qu'il y a des affiliations avec Cédric? Non, Cédric, ils n'ont rien à voir. J'en ai parlé avec Cédric. Beaucoup de posent cette question quand même. Exactement, j'en ai parlé avec Cédric. Oui, mais ils doivent être des cousins vraiment. Quand vous dites qu'ils n'ont rien, voilà. Quand vous dites qu'ils n'ont rien à voir, peut-être qu'ils sont pas, mais ils sont cousins. Après, ils sont tous lui, c'est un jeune joueur aussi qui est passé par Torcy en région parisienne. Maintenant, il a un contrat professionnel à Caen. Et quand l'a prêté, il a eu une saison un peu compliquée, on va dire, parce que dans un premier temps, quand l'a prêté à Quevilly, Rouen, mais il n'avait pas beaucoup joué à Quevilly. Et en janvier, son prêt a été rompu par Caen et qu'il a reprêté à nouveau à un échelon plus bas à Orléans, en National 1, où il s'est vraiment retrouvé. Il a mis 6 buts en 15 matchs avec 2 passes décisives. C'est un joueur grande taille, mais assez agile et rapide. Il est capable de jouer sur les deux couloirs, mais également en pointe. Et Michel Dussuyer avait déjà essayé de le faire venir il y a 2 ans, mais il n'a pas pu. Je pense qu'en ce moment, il avait encore des vues sur les équipes de France de jeunes. Mais il arrive en équipe du Bénin assez jeune quand même, à 20 ans. Parce que le joueur n'était pas vraiment intéressé à l'époque. Exactement. Mais là, il a la bonne nouvelle par rapport à Cédric et à Andreas, dont on dit, c'est qu'il faut notifier qu'il arrive quand même assez très jeune, à 20 ans, parce qu'à cet âge-là, Mounier est venu à 19 ans. Oui. Ou à 18 ans. Mais Mounier n'avait pas les mêmes affinités. Je pense que c'est l'une des premières fois ou la première fois qu'il va mettre pied sur le sol béninois, parce qu'il doit venir assez tôt pour les formalités de son passeport. Vous avez bien le dépaysé.
D'accord. Allez, mais Moukouton, est-ce que... Il y a un dernier, parce que vous avez oublié. Enfin, on a déjà parlé de joueur d'Azou, un jeune de 17 ans. Allez, quand on voit un peu ces profils, ces nouveaux profils, est-ce qu'il y en a qui peuvent candidater à une place de titulaire? Oui, déjà, on va le dire. Si on a, comment il s'appelle déjà, Agounan, qui joue côté gauche, côté droit sur la ligne de la défense. Et Agounan, pardon, il n'est pas très jeune, hein, il a 28 ans. 28 ans. Oui, il doit aller au combat tout de suite. Ouais, c'est ça. Pas comme s'il avait 3 ans, 4 ans. Non, justement, c'est ce que j'allais dire. Donc, si on a du côté gauche, comment il s'appelle, et David qui n'est pas là, et qu'on sait que lui, il a cette expérience-là, il va chercher à le lancer en même temps que de mettre le jeune Sankamao, même s'il était déjà, il a déjà vu jouer. On va mettre Youssouf Assoba à droite. Sur le côté droit, non, sur le côté droit, il y a Rachid Moumouni qui l'a déjà vu jouer, qui l'a déjà lancé également. Entre Rachid Moumouni et Agounon, je pense que Michel va faire son choix. Non, mais Agounon va jouer à droite, Sankamao. Salut à vous, Michel. Je pense que Roa 7, il a dit, il fait jouer ceux qu'il a vu jouer déjà, et je crois qu'il va vouloir trancher sur le côté droit, sur le côté gauche. Et comment il s'appelle, Youssouf Assoba n'a pas eu assez de temps de jeu cette saison, et contrairement à Moumouni, qu'il a déjà vu jouer, et il a préféré mettre Moumouni à sa place du côté au Rwanda. Donc je pense que Moumouni pas favorise sur ce côté droit là. Et donc pour fermer l'angle gauche, je pense en toute franchise que il va peut-être mettre Agounan. Après ça, d'autres jeunes qui... C'est les face au Sénégal à Cotonou. Non, mais si c'est ça, c'est mieux de mettre quelqu'un qui a le coffre, qui a déjà l'expérience, parce qu'il a 28 ans. Il a quand même deux flèches sur les côtés. Vous avez Ismaïla Assar, ouais. vous avez Sadio Mané. Voilà, si c'est pas si facile. Ce sera quand même une belle répétition de gamme pour eux, parce que vous ne savez, enfin, on a tous vu que le Cameroun a quand même battu le Brésil à la Coupe du Monde. Donc, pour une victoire de prestige, le Sénégal chercherait aussi à peut-être battre le Brésil. Là où l'histoire bégait, je disais tout à l'heure que Dussuyer avait hérité d'une équipe de match Tchoumogo, mais Tchoumogo avait quand même 3 points avant qu'il continue le parcours. Et sur ce parcours-là, il y avait un match difficile qu'il fallait gagner face à l'Algérie. Et en ce moment, il avait fait revenir des joueurs comme ceci d'Almeida qui n'était plus en sélection, Jamzi Saouna, Seydou Barazé et tout ça. Et sous la pluie à Cotonou, ils avaient fait un match. Est-ce qu'il pleuve encore, c'est ça? Non, mais je veux dire que ce match-là a changé beaucoup de choses dans le parcours de cette équipe-là jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Et cette nouvelle, je ne vais pas dire génération. C'est le déclic. C'est le déclic. C'est le match déclic que la génération qui doit être emmenée par Guénotre va faire. Et ça peut être très très important pour la suite. D'accord. Alors, Axel Epiphane Bouyanro, est-ce que le Bénin a aujourd'hui des chances évidentes face au Sénégal? On sait que l'équipe du Sénégal vient, voilà, elle est première de notre poule. Elle est assurée de finir première de la poule, même si elle perd tous les 2 matchs à venir. C'est vrai, la motivation, les joueurs sont en fin de saison, ils ont pour certains pas fait une très grande saison, en panne de confiance. Est-ce que ce sont des matchs pour essayer, voilà, pourquoi pas, d'entrer en vacances ou est-ce qu'ils auront la tête dans les vacances? Non, je pense pas. On parle des joueurs de qualité, des joueurs de haut niveau qui connaissent les joutes de haut niveau, des joueurs qui évoluent en Ligue des Champions, mais en plus dans des championnats très relevés. Pour certains. Oui, c'est un peu pour mettre le niveau, avoir une idée. Si c'est un niveau 4, par rapport au Bénin, le Bénin est au niveau 1. Oui, donc c'est pour dire que vous avez des joueurs qui, en club, ont joué régulièrement, ont joué dans des championnats très relevés, sont importants pour le club et des joueurs même qui ont joué en Ligue des Champions. Et donc, pour eux, c'est un match normal. Ils joueront comme d'habitude. Et ça ne sera pas ils ne viendront pas à Cotonou traîner les pieds, pas du tout. C'est pas comme ça. Ils voudront gagner à Cotonou, ça il faut qu'on le sache, ils voudront gagner à Cotonou, ça c'est clair, parce que depuis 4 ans, le Sénégal c'est la meilleure nation sur le continent depuis 4 ans. Et vous voyez les éliminatoires, le Sénégal a toujours fait le carton plein dans les éliminatoires. Et donc ils voudront continuer sur cette lancée-là, assurée à Cotonou. Il y a aussi cette donne quand même qui n'est pas négligeable, c'est qu'actuellement le Sénégal traverse une crise socio-politique et on sait ce que représente le sport
en termes d'apaisement des tensions et tout le reste. Pourquoi pas, déjà sur la RTS, le spot du match face au Bénin passe déjà en boucle. Le Sénégal, où les joueurs chercheront, pourquoi pas, apaiser le peuple par une victoire. On sait que le temps d'une victoire, c'est toujours la communion, la fraternité. Les Guépards aussi chercheront à apaiser les Béninois grâce à une victoire le 17 prochain, parce qu'on a besoin de cette victoire pour se qualifier probablement à la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2024. Non, j'ai dit pour se qualifier à la Coupe d'Afrique. C'est important pour nous d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas important d'aller à Abidjan pour vous. Donc voilà, donc c'est important. Donc ça nous permettra, donc ça nous permettra de nous qualifier. Oui, j'entends tout ce qu'on m'explique. Oui, Ligue des Champions, oui. Moi, je vais rappeler à tout le monde, c'est quand on vient en sélection, c'est des détails qui ne comptent pas. Sinon, le Maroc n'aurait jamais battu des sélections en Coupe du Monde, évidemment, parce que même s'ils ont quelques joueurs qui frôlent le haut niveau, mais on a la grosse masse aussi qui traîne, évidemment. On va pas se cacher non plus. On va pas m'expliquer aujourd'hui que les Sénégalais, eux, tous jouent du côté de Paris Saint-Germain, de Manchester City, de Chelsea, de Liverpool, du Real Madrid, du Bayern Munich, de Dortmund, je sais pas. Non, ils sont... Oui, quelques-uns jouent la Ligue des Champions. J'enlève Sadio Mané qui est au très très haut niveau. Mais les Fabio Abdou Diallo, machin, ils n'ont jamais servi à grand chose. C'est aussi ça la réalité. Et je sais pas pourquoi on veut se faire peur pour rien du tout. On est à Cotonou. Il a rappelé l'exemple face à l'Algérie. L'Algérie avec cette constellation de grands joueurs, évidemment. On a vu notre match en aller, évidemment. Ça a été difficile. On a tiré le leçon de ce match-là. Et le match à Cotonou a été fondateur. Et c'est important de le dire. Le match qui arrive prochainement, c'est la troisième manche face aux Sénégalais. Entre cette demi-finale qui nous ont volé à la limite, grâce à la complicité de l'arbitre en 2019, où finalement ils nous battent 1-0, évidemment. Et notre erreur du côté de Dakar, où on a eu envie d'ouvrir un peu trop le jeu, un peu trop tôt, et ils nous ont punis. L'arbitrage ne nous a pas aidé non plus, on oublie de le rappeler, c'est une évidence. À Cotonou, oui, j'entends Gernot Rohr, il est méticuleux, il est pédagogue, il est calme, mais je sais qu'au fond de lui, il n'a qu'une seule envie, c'est de battre ce Sénégal-là. Et tous ces joueurs qui sont présents ici ont envie de marcher sur le Sénégal. Je l'espère bien. Et je suis convaincu qu'on marchera sur les Sénégalais, parce que nous aussi on a fait une bonne saison. On a eu des clubs où on a essayé de maintenir nos clubs. On a joué à de haut niveau. On a marqué des buts. On a des attaquants qui sont grands, et gros, mais qui jouent physiquement. Oui, c'est pas grave. Mais la différence, c'est qu'ils ont envie de mourir pour leur nation. Et que surtout, nous, on n'est pas en crise politique. On est très pépère. On est tous contents, on sera tous au stade. On marchera sur les Sénégalais. Vous avez un discours chauvin. Je voudrais apporter une précision. Moi, je voudrais bien apporter une précision à Elvis. Ce dont on parle du match Bénin-Sénégal. Et tout le monde sait. Ceux qui connaissent le foot, ils savent très bien que le Sénégal est supérieur au Bénin. Ça, on le sait. Après, le Bénin a les possibilités de renverser. C'est possible que le Bénin s'en sorte. Le Bénin peut bien battre le Sénégal sur un match de foot. Mais la supériorité du Sénégal n'est pas... Elle est incontestable. N'est pas à contester. Donc c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. La supériorité existe. Après, on peut... Il y a la qualité des Béninois. On peut réussir. Non, il y a de la qualité du côté du Bénin, mais il y a une possibilité, évidemment, comme vous le dites, de battre le Sénégal. Après, ce serait un exploit. C'est de l'ordre de l'exploit. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Trois paramètres à ne pas négliger sur cette rencontre-là. Le premier, c'est que le Sénégal joue un match de prestige 3 jours après le match du Bénin contre le Brésil. Aliou Cissé a un groupe où la concurrence est permanente. Si on vous dit que Diallo, l'attaquant de Strasbourg, n'était pas à la Coupe du Monde, mais qui termine la saison avec Strasbourg à 20 buts quand même. Ça veut dire que tous les joueurs qui vont monter sur la pelouse, les 11, ils savent que s'ils font un mauvais match contre le Bénin, ils ne reviendront pas lors du prochain regroupement. Et Aliou Cissé aura le devoir de bien manager son groupe pour savoir quelle équipe mettra Cotonou, pour pouvoir avoir une équipe compétitive face au Brésil, parce que même si on dit que c'est un match amical, c'est un match de prestige quand même face au Brésil. Le deuxième paramètre qui est super important, beaucoup plus pour les Béninois, c'est que quand on regarde le contenu, c'est le Rwanda. Je précise que c'est le Rwanda. Le contenu du match face au Rwanda, mais surtout le comportement du public face au Rwanda, je me dis que les Sénégalais risquent d'être surpris.
face à ce à quoi il faut une mobilisation générale. Donc, allez, messieurs, on va faire un mais surtout on a Gaynor Roy qui est un vrai coach, un vrai tacticien qui ne partirait pas à l'abordage, qui va bien défendre. Et on a des joueurs, c'est ce que je dis, qui sont rapides, qui peuvent faire des comptes. Mais on a Steve Mounier qui marque de temps en temps quand Jérôme lui parle. Oui, d'accord. Donc on va dire à Jérôme de lui souffler quelques mots. Oui, c'est important. Évidemment. Messieurs, on va faire un dernier tour de table sur le sujet. Comment, justement, on a considéré pas en parler, comment le Bénin aborde cette rencontre face au Sénégal. Est-ce qu'il faut jouer décontracté, décomplexé et se dire qu'on a une victoire à aller chercher, ou il faut vraiment mesurer le risque et savoir que si on laisse un peu trop d'espace, on risque de prendre aussi l'eau? Non, il faut déjà commencer par jouer sans complexe. Parce que là, si vous êtes complexé, quand bien vous faites face au lion et puis vous lui affichez votre peur directement, c'est que le lion va se jeter sur vous et vous dévorer. Et on connaît la carte de visite de l'équipe sénégalaise. On sait que c'est le numéro 1 du côté de l'Afrique aujourd'hui. En toute franchise, on sait que sur le papier, il passe devant. Donc, on doit démarrer ce match-là sans complexe. Oui, ils sont ceux qui sont. Sadio Mané, oui, c'est tout ça. Je sais que beaucoup de Béninois iront au stade du jour là, pas pour supporter les guépards, mais plutôt pour voir Sadio Mané, pour voir comment cette équipe, Koulibaly, pour voir comment ces gars-là, les Crépin Diatta, comment ils vont jouer. Bref, après, à un moment donné, il y aura le patriotisme qui va peut-être se réveiller et quand il y aura quelques velléités du côté du Bénin. Parce que là, selon moi, je pense qu'on doit démarrer cette rencontre-là, bloc bas, bloc médian, et peut-être compter sur les flèches sur le côté et véritablement ne pas aller à l'abordage. Après, c'est pour cela que je dis que la non-convocation de Jordan Adeoti, pour moi, c'est un souci pour moi. Parce que au niveau de la santé, je pense que oui, il est lent comme une tortue, comme tout ce qu'on peut dire. Je me dis en toute sincérité, il est quand même là qui annule beaucoup de velléités. En 2019. Si vous parlez, vous bouffez dans vos 30 secondes. Vous parlez là, vous ne parlez plus. Vous parlez là, vous ne parlez plus. Oui. Après avoir observé l'équipe du BD, que c'était le jeu le plus important de l'équipe. Voilà. Il a parlé de Cécile Dalmeda aussi. Il a parlé de Cécile Dalmeda. Non, mais ce qui est juste un peu plus beau. Malheureusement, les deux ne sont plus là. Ouais. Les deux ne sont pas là. Pour le coup. Non, et là, je pense que. Je pense quand même que Gaynor Roy a mal fait. Parce que quand vous voyez ceux qui n'ont. Non, là, je dis, il a mal fait. Quand vous voyez ceux qui ne sont pas venus, il y a Jordan Adeoti, il y a Cécile Dalmeda, il y a également, comment ça s'appelle, Josué Tizozo. Je pense que c'est une punition. La nation, d'abord, oui, parce que ce sont ceux-là qui ont quitté le campement du côté du Rwanda. Mais les gars, ils ont un boulot. Leur club, c'est leur employeur. D'accord. Oui, la nation d'abord. Mais c'est leur employeur. Écoutez, c'est la nation, c'est pas la nation qui a permis à Jordan Adeoti d'avoir. Merci beaucoup. Non, vous avez oublié. Vous avez oublié. Jordan Adeoti était déjà dans son club avant de venir jouer pour le Bénin. Écoutez, Katel. Au stade Malab de Caen. Merci, Mémo. Non, il n'était pas en 4e division avant d'être appelé par Oumacho. Arrêtez. Mais je dis, ouais, il a peut-être blacklisté. Il va le rappeler. Mémo, si vous permettez, finalement, Mémo, il faut vous calmer un peu là. Je voudrais juste rappeler deux gros événements. Lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2010 et de la Coupe du Monde 2010, le Bénin avait battu le Ghana à Cotonou 1-0. Oui. 1-0 avec le grand Ghana, avec les Michael Essien, Stephen Apia, le grand Ghana vraiment à Cotonou. Le Ghana qui a fini 8e ou 4 finalistes en Afrique du Sud. Bien sûr. Après, lors des éliminatoires de la CAN 2019, le Bénin a battu l'Algérie à Cotonou 1-0. Et donc, c'est possible de renverser le Sénégal 1-0 ici. Oui, je suis d'accord. C'est possible de renverser le Sénégal ici. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Gaynor Roy a dit, mais nous, on a notre match de gala contre le Sénégal. Et j'ai aimé ce discours. C'est une motivation, ça sera une motivation supplémentaire pour les joueurs de jouer le Sénégal et donc ils ont l'opportunité de. Vous savez ce qu'on va faire, si vous permettez, Giro. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre momentanément votre place, inviter Blaise Adanko puisqu'il va nous donner des informations, continuer par nous donner des informations liées donc à cette rencontre pour le compte de la page des sports. Blaise, vous venez avec moi en direct justement pour nous donner les informations sportives.